Nous allons parler ensemble des moyens de lutte contre les désordres de l'information en circuit fermé. Donc, on va évoquer longuement WhatsApp, Telegram et également les vérifications de notes vocales. Tout cela avec vous et avec vos conseils, Valdez. Eh bien, vous pouvez y aller. Merci Sophie et merci à tous les utilisateurs de la plateforme Audi. C'est une très belle opportunité qui nous est donnée aujourd'hui pour pouvoir discuter d'une problématique aussi importante qu'est celle de la vérification des informations dans les circuits fermés. Ce qui reste, il faut peut-être commencer par le dire, il reste un très grand défi pour les vérificateurs de faits francophones et même ailleurs dans le monde. Très souvent, lors des conférences internationales, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle africaine, c'est une question qui est souvent mise sur la table. Et voilà, les fact-checkers, les vérificateurs de faits continuent d'essayer de conjuguer leurs intelligences, leurs stratégies pour pouvoir faire face justement à ce problème précis qui s'oppose, quoi, qui nous est opposé dans notre travail. Et cela m'amène justement à, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, à expliquer ce qu'on entend par circuit fermé. Alors, c'est très simple. Quand on parle de circuit fermé, on fait référence aux chaînes de messagerie cryptées, aux applications de messagerie cryptée, comme WhatsApp, qui est à mon avis, la plus connue d'entre elles. Mais il y a également d'autres chaînes comme Telegram, le Signal, qui sont de plus en plus utilisées, que ce soit dans nos pays en Afrique francophone ou à travers le monde. Et donc, ces chaînes de messagerie cryptée, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ce qu'elles ont de particulier, c'est que le système de communication est chiffré de bout en bout, ce qu'on appelle chiffrement de bout en bout. Sur le Botambo qui, lui, heu, permet en tout cas de coder, les messages sur un appareil de manière à ce que seul l'appareil destinataire puisse décoder ces messages. Et voilà, si je dois prendre un exemple très concret, c'est-à-dire que Valdez qui adresse un message à Sophie dans un circuit fermé, disons WhatsApp, Sophie va être la seule à recevoir, ce message. C'est-à-dire que pendant tout le cheminement, toute la circulation du message, personne d'autre, ne pourrait, heu, voir, intercepter ce message-là. Donc ça, c'est la particularité, de ces plateformes cryptées, de ces plateformes, en circuit fermé. Et donc, cela, de manière logique, est différent de ce qui se voit, de ce qui se fait sur Twitter ou Facebook ou lorsque je communique au grand public, je communique de manière générale. Donc là-bas, on est dans un espace, disons, public, ouvert, tandis que sur les plateformes comme Telegram, WhatsApp, on est plus ou moins dans un circuit euh, fermé. Donc cela complexifie davantage l'analyse et voilà, de la trajectoire et des ordres de l'information ou de la désinformation pour parler beaucoup plus simplement. Donc, voilà globalement ce que on entend par circuit fermé. Mais pour moi, Sophie, quand vous m'avez invité à discuter de ce sujet, il y a une chose qui, moi, m'a particulièrement intéressé, c'était d'apporter une précision qui me semble quand même importante. Parce on est là pour parler de fact-checking, on fait du travail de fact-checking. Il existe aujourd'hui des outils très sophistiqués qui peuvent permettre aux uns et aux autres de tracer des communications, y compris sur des chaînes privées ou sécurisées comme WhatsApp ou Telegram. Mais ce ne sont pas des outils forcément journalistiques. Nous, on utilise des outils journalistiques dans notre travail, donc ceux-là ne sont pas des outils journalistiques. Et pour moi, il semblait, pour une question d'éthique, de respect de la vie privée, parce qu'on est quand même tenu à cela dans notre travail, de préciser cela. C'est-à-dire dire à ceux qui nous écoutent, il est question ici de faire ou
se différencier l'espionnage et la détection de narratifs ou de contenu de désinformation sur les plateformes fermées. Faire la différence entre l'intrusion dans la vie privée d'une personne et le travail de vérification des faits. Et je pense que si on s'entend sur ce cadre-là, tout ce que je dirais ensuite pourrait avoir beaucoup plus de logique parce que d'aucuns pourraient m'opposer l'idée, pourrait m'opposer cette idée en disant, bah, écoutez, il existe quand même des outils qui peuvent permettre de tracer les messages sur WhatsApp. Certes, ça reste des outils très sophistiqués qui sont utilisés à d'autres fins, mais pas forcément dans le travail que nous faisons. Alors, ceci dit, peut-être qu'on va aller dans le vif du sujet maintenant. L'une des choses qui est le premier conseil que je donnerais, en tout cas, en matière de lutte contre la désinformation dans les sites fermés, c'est déjà d'établir la collaboration avec cette plateforme-là. Aujourd'hui, on a la chance que, je parle pour l'Afrique surtout, que le fact-checking, la vérification des faits arrive à maturité. Ça fait, là, ça fait près de 15 ans maintenant qu'il y a il y a ce nouveau vent, ce changement dans l'écosystème médiatique sur le continent. Donc, les organisations aujourd'hui sont à même, ou en tout cas ont la capacité d'entrer directement en contact avec ces plateformes-là. WhatsApp, Telegram, Signal, etc. Donc, il est important de voir dans quelle mesure établir des collaborations avec les différentes plateformes pour pouvoir donc identifier et freiner la diffusion de fausses informations sur ces canaux, notamment en offrant, je pense que ça a souvent été fait, ces plateformes peuvent vous offrir des options de signalement de fausses informations, de contenu trompeur et dans l'optique justement de réduire la portée de ces messages. C'est arrivé dans plusieurs pays. Alors, ce que je dis, peut-être que je vais essayer de beaucoup plus clair. L'idée ici, c'est par exemple, lors d'une période d'élection, je vous parle hier encore, nous étions en pleine élection législative anticipée ici au Sénégal. Euh, Si Africa Check avait établi une collaboration avec WhatsApp dans le cadre de cet événement précis, l'idée serait de dire, si dans le cadre de l'élection, des internautes arrivaient à voir des messages qui circulent sur WhatsApp, des messages a priori douteux, WhatsApp mettait systématiquement une option de signalement sur son application qui pourrait permettre aux utilisateurs de signaler cela et enfin augmenter ces signalements au niveau de Africa Check. Donc voilà comment ça se passe. WhatsApp l'a souvent fait avec certains vérificateurs de fait. Je ne sais pas si ça a été fait en Afrique, mais je sais que ça a été fait dans d'autres pays euh, hors d'Afrique. Mais je pense que ça reste possible. L'autre chose qu'il est, quand je parle de collaboration, à défaut d'avoir une collaboration de ce type-là, qui pourrait sembler beaucoup plus difficile pour ceux qui nous écoutent, l'autre option qui peut être aussi mise en place, c'est de voir comment ces plateformes peuvent rendre visibles les chaînes de diffusion que les médias de fact-checking créent sur WhatsApp. Aujourd'hui, vous savez que la plupart des médias importants ont des chaînes sur WhatsApp à travers lesquelles ils diffusent leurs informations. Je pense qu'il peut être pertinent aussi pour des vérificateurs de faits qui font un travail essentiel pour assainir l'espace informationnel, de voir dans quelle mesure WhatsApp pourrait donner plus de visibilité à leur chaîne. Ça, déjà, je pense que ça peut être un très gros boost pour permettre de visibiliser leur travail, mais surtout de contrer la diffusion de fausses informations sur ces différentes plateformes-là. Je parle spécifiquement de WhatsApp parce que c'est, voilà, c'est le cas le plus réussi cette, cette innovation qui est de permettre aux médias d'avoir des chaînes de diffusion afin que le public puisse directement accéder aux informations à travers
adverse canal qui, une fois encore, est un canal très utilisé en Afrique et en dehors. Mais je reviendrai sur ce caractère très confidentiel, très, je ne trouve pas le bon mot en tout cas de WhatsApp. Alors, l'autre chose, le deuxième conseil ou le troisième qu'on pourrait peut-être aussi garder dans notre besace serait de créer des canaux, je dirais, inclusifs et participatifs sur ces plateformes. Tout à l'heure, je disais que voilà, on pouvait voir dans quelle mesure WhatsApp nous permettrait de visibiliser nos chaînes de diffusion, mais il faudrait que celles-ci soient inclusives et participatives. Nous, par exemple, sur WhatsApp, on existe de deux manières. Il y a la chaîne, donc la chaîne Africa Check où tout ce que vous avez à faire, c'est d'être abonné et de recevoir tous les jours, ou en tout cas dès qu'un article, un contenu est publié sur nos plateformes, de le recevoir. Et vous avez notre numéro, chaîne de diffusion, un numéro interactif où on invite le public à s'adresser à nous soumettre des contenus trompeurs qu'il aurait vu circuler spécifiquement sur WhatsApp. Parfois, ça arrive que d'autres nous envoient même des contenus qu'ils ont identifiés sur d'autres plateformes. Mais on encourage d'abord le public à nous envoyer des contenus qu'il voit circuler sur WhatsApp. C'est ce que nos collègues anglophones appellent du crowdsourcing. Intégrer le public dans la stratégie de monitoring et c'est ce qui nous permet d'avoir des sujets à vérifier qui parfois ont pu passer en dehors de nos propres radars. Et je ne pense pas qu'il y ait meilleur radar que celui du public. C'est une stratégie qui est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir des sujets à vérifier. Et aussi, ça nous permet de toucher au sujet dont on est sûr que ce qui intéresse le public. Ça, c'est très important. Parce que peut-être qu'on en discutera à une autre occasion, mais c'est très important de manière générale en journalisme de s'attaquer à des sujets qui intéressent le public. C'est ça qui embête dans le travail qu'on fait. Donc, en plus de ça, avoir des canaux participatifs comme je viens de le dire, permet justement de partager vos contenus de fact-checking sur ces mêmes plateformes afin qu'elles reprennent le même cycle que le contenu ayant fait l'objet de la vérification. En gros, c'est s'attaquer à la désinformation où elle se trouve. Mais faire pareil sur ce signal, pareil sur Telegram. Ça permet d'être précis, d'être concis, parce que quelque part, il n'y aurait pas de logique à identifier un sujet à vérifier sur Google, sur Opera, sur Twitter, le traiter et venir le diffuser sur WhatsApp, où peut-être les gens n'ont pas forcément. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est beaucoup plus précis. On s'adresse directement aux gens et pour me répéter, on est sûr de toucher à des sujets qui l'intéressent. Donc, ce sont ceux-ci qui nous envoient eux-mêmes des suggestions de contenu à vérifier. Et puis, je finirai par dire que aussi bien l'efficacité des lignes de signalement que j'ai évoquées tout à l'heure, qui permettent à des internautes de signaler un contenu via l'application WhatsApp et que ce contenu est remonté aux organisations de vérification des faits, ou encore ce que j'ai appelé des chaînes inclusives et interactives. Ces deux stratégies, ces deux points, je tiens à le souligner, ont fait leurs preuves. Il y a des études qui ont clairement montré que leur efficacité est avérée. Donc, cette fois, je mets un point d'honneur sur ces conseils et je vais simplement dire en les termes et dans un français facile à ceux qui nous écoutent, ça marche. Si vous le faites, ça marche. Ça vous rapproche de votre public, ça vous rapproche de votre cible et vous avez un impact direct sur des informations à laquelle vous nous attaquez. Pourquoi? Pour une simple raison, et peut-être qui peut s'expliquer par la manière dont les algorithmes évoluent, se dessinent. En diffusant un contenu sur WhatsApp, je dirais, je n'ai pas fait d'études par contre là-dessus, je vais juste essayer de donner un chiffre comme ça, mais en tout cas, j'ai
9 chances sur 10 que ce contenu arrive chez la personne qui est visée. Tout simplement parce que les gens le reçoivent directement sur leur téléphone, dans leur messagerie privée. Alors que quand je publie un contenu sur mon site internet, sur Twitter ou partout où vous voulez, tout ce qui est ouvert, il y a peu de chances il n'y a pas beaucoup de chances qui font que le public qui est visé le reçoit. Ça arrive, je dis pas, mais en tout cas, le ratio, il est plus faible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les bulles informationnelles, il y a ce que veulent montrer les plateformes de réseaux sociaux, et cetera. Il y a les centres d'intérêt des uns et des autres. Voilà, c'est beaucoup plus complexe en tout cas que lorsque vous devez communiquer à travers ces plateformes aussi. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs de communiquer sur ces plateformes-là. Et je pense même que de manière générale, dans le travail que font les vérificateurs et les médias, il faudrait réfléchir pleinement à des stratégies spécifiques pour des plateformes en circuit fermé. Parce que là, une fois encore, vous êtes au moins sûr de toucher directement votre public dans sa message. Il peut ne pas avoir tout de suite ce que vous allez envoyer, mais si c'est un abonné régulier, il finira par voir le message et cliquer dessus. Alors que sur Twitter, si j'ai raté une publication, je peux ne plus jamais la revoir, sauf si je reviens par mon propre fait sur votre compte. Le dernier point peut-être sur lequel je vais m'arrêter, c'est la vérification des audios. Ça aussi, même pour nous autres encore, qui a priori sommes des organisations de fact-checking beaucoup plus expérimentées, ça reste un challenge. Ça reste un véritable challenge d'identifier les audios. Par exemple, lors de la dernière élection présidentielle au Sénégal, nous avions mis en place une coalition pour ouvrir la désinformation pendant cette échéance électorale. Il y a eu pas mal d'audios manipulés qui ont circulé et qui nous étaient souvent envoyés pour dire est-ce que vous pouvez authentifier cela, est-ce que vous pouvez authentifier cela. Et souvent, ça a été un casse-tête pour nous. Alors, heureusement, de plus en plus, il existe des outils basés sur l'intelligence artificielle et le traitement du langage qui sont utilisés, n'est-ce pas, pour analyser le contenu des messages vocaux et essayer de les authentifier. Ça reste encore vraiment complètement au tout début de l'utilisation de ces outils. Moi-même qui vous parle, j'apprends encore à les découvrir. Certains ne vous donnent pas totalement ce que vous voulez, certains vous donnent juste des pistes, etc. Et donc, ça reste encore, voilà, quelque chose qui a développé, qui a exploré par les fact-checkers. Je pense que chacun dans son coin euh, est capable de le faire. Mais je sais que j'aurais un outil que je dirais pas que je le conseille, mais que j'ai plus ou moins exploré, qui s'appelle NLP, qui vous permet, voilà, d'analyser un peu les interactions vocales et d'avoir une idée de s'il s'agit d'une voix naturelle, d'une voix générée par intelligence artificielle. Mais reste que voilà, on a aujourd'hui, heureusement, la possibilité à travers Internet de faire des recherches et peut-être même, tu sais, hein, moi, ce que je veux même, c'est que euh, en Afrique francophone ici, que nous puissions, voilà, en quelque mesure, construire nos propres outils parce on parle tous peut-être la même langue, parfois on a des accents différents. Un accent peut tromper une machine, c'est-à-dire que le Camerounais que je suis, quand il va parler, si on va l'analyser sous un prisme sénégalais ou ivoirien, ça pourrait, voilà, la voix pourrait ne pas paraître naturelle alors qu'elle l'est. Donc, il y a ces subtilités-là aussi qui sont à prendre en compte dans cette technologie. C'est ça que je dis que ça reste encore quelque chose qui reste grandement à explorer, mais c'est bien parce que de plus en plus, la question est mise sur la table et que, voilà, que ce soit dans la communauté des fact-checkers ou des développeurs, c'est des choses qu'on commence qui attirent de plus en plus l'attention et sur lesquelles on commence à innover. Nous, ce qu'on fait à côté de ces outils, c'est de ne pas oublier, et puis je dirais même de manière générale dans le travail de fact-checking, c'est de ne pas oublier les bonnes méthodes de vérification traditionnelle.
Déjà parce que les outils que j'ai parlé, dont les outils, pardon, que j'ai cités ne sont pas toujours accessibles à tous. Donc, et quand bien même ils le sont, il n'en demeure pas moins que les méthodes de recoupement et de vérification traditionnelles restent une option viable dans les. Ça veut dire que je reçois un audio, j'analyse, a priori, c'est vrai, il me reste à appeler peut-être la personne ou les différents protagonistes, essayer de les contacter, vérifier si vraiment ce qu'elles qui parlent, c'est ce qu'elles ont dit, et cetera, dans quel contexte. Il y a tout un travail qu'il ne faut pas oublier, qui reste un travail purement journalistique, où vous êtes obligé d'être au contact des personnes. Le conseil que je donnerais, et c'est la grande erreur que font beaucoup les personnes qui arrivent dans le fact-checking, c'est de croire qu'il faut tout laisser aux outils, que ce soit les outils de vérification de vidéos, de photos, d'audio, et se dire, je prends un contenu, je le mets dans un outil, regarde. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est toujours allier outils et, méthodes de travail traditionnelles. Et on finira par quelque chose d'essentiel, Sophie. Et ça reste vraiment essentiel, je dirais même basique. C'est le travail de sensibilisation, d'éducation aux médias et au désordre de l'information. Pour moi, par expérience, le premier rempart, et surtout lorsqu'on parle contre la désinformation dans des circuits fermés, le premier rempart, c'est de créer une masse critique d'utilisateurs avisés. L'idée, c'est que les gens n'aillent plus à travers ces outils juste comme ça, en prenant pour argent comptant ce qu'ils reçoivent. euh, et puis voilà. Donc, il faut amener nos publics à prendre de la distance par rapport aux pubs qu'ils reçoivent sur ces plateformes, à apprendre à vérifier, à apprendre à douter. Et c'est là où c'est cette brèche-là que doivent occuper les organisations de fact-checking en disant, nous, on est là pour ça. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas la compétence pour le faire, ou je ne sais pas pour quelle autre raison, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour authentifier ce que vous recevez sur WhatsApp. Voilà ce que devrait être le discours des organisations. Occuper cet espace qui est vide, en fait. Et il y a un besoin, je dois vous dire, WhatsApp est très utilisé dans le même espace. Euh, Pourquoi? Parce que ça permet, même pour les utilisateurs qui ne sont pas forcément lettrés, lettrés en français ou en anglais, de communiquer à travers des audios, à travers les langues locales. Donc, c'est vraiment un réseau très utilisé. Il y a ce besoin, il y a un vrai désordre de l'information à travers ces plateformes en circuit fermé parce que justement, elles sont fermées et les gens se permettent encore plus de liberté dans la diffusion des contenus trompeurs et manipulateurs. Et ça marche parce que, comme j'ai dit, de la même manière que ce sont des plateformes qui vous permettent de parler directement aux gens, donc il y a un peu un côté émotionnel, hein, il y a une corde sensible, émotionnelle qui y est. Donc, de la même manière, donc c'est plus facile de manipuler les gens. Donc, il est important pour les fact-checkers d'occuper cet espace-là, de dire, OK, voici ce qu'est WhatsApp, tout n'est pas vrai, voici, mais nous sommes comme une sorte de service qui nous permet d'identifier les informations que vous recevez. Et ça doit se faire en intelligence avec ces plateformes-là. Il faut aller vers ces plateformes, dire, on fait du fact-checking, on est ici, on est ça, voici, on veut de l'espace. On veut faire ce travail, on veut améliorer la qualité des informations que les gens reçoivent sur une plateforme. Il ne s'agit pas de scruter les conversations privées. Là, on parle bien entendu, on reste dans le fact-checking, je l'ai dit tantôt, on parle d'informations publiques. Et je pense que ces plateformes le savent. On a vu les efforts qui ont été déployés pendant la pandémie de la COVID-19. Ils se sont mis en collaboration avec l'OMS et des grands médias pour justement, en créant des chatbots pour répondre aux questions précises et essayer de déconstruire tous les mythes ou les contes de vérité qui y autour de cette maladie. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est là. Ça ne sera pas un message qui donnera dans des oreilles du sourd. Donc,
sensibiliser, éduquer aux médias et aux désordres de l'information. Ça peut être l'outil le plus important dans ce travail de vérification des faits, y compris des vérifications des faits dans des... Voilà ce que j'avais à dire ce matin, Sophie. Eh bien, c'est, très clair, Valdez, un grand merci. J'aurais quand même une question, sur les plus petites cellules de vérification de faits. Petites en termes d'humains, hein, pas petites en termes de qualité. On a beaucoup de cellules comme ça dans parmi les publics d'Odile, des gens qui ont moins de moyens humains qu'Africa Tchèque, par exemple. Alors quel serait le conseil pour elles, à retenir de tout ce que vous nous avez, dit aujourd'hui, Valdez? Je pense qu'elles sont toutes, je pense qu'elles sont toutes capables de faire ce que j'ai cité. C'est vrai, il y a encore des organisations, des cellules qui sont naissantes, mais WhatsApp ouvre l'opportunité d'être rapidement au même niveau, en fait. C'est ça aussi l'avantage. Et aujourd'hui, on dit certaines choses avec des certitudes et heureusement pour ces cellules parce que nous, on a un peu balisé le terrain. Donc, on a eu à expérimenter des choses, à faire des erreurs, à comprendre ce qui marche moins. Et les conseils qu'on donne aujourd'hui sont des conseils qui sont efficients. Ces cellules ont la possibilité de... Il y en a même qui peuvent uniquement se concentrer sur WhatsApp. Moi, je me souviens, par exemple, on a reçu cette année même une cohorte de journalistes fact-checkers à Dakar dans le cadre d'un programme que nous menons annuellement. Elle vient de la Côte d'Ivoire et elle nous a dit, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de désinformation précisément sur WhatsApp. Moi, le travail que je veux faire quand je rentre en Côte d'Ivoire, c'est uniquement d'appesantir mon travail sur ce canal. Parce que j'ai pas les moyens d'aller sur le site, d'aller à gauche. Et j'ai dit, mais c'est fantastique. Si on diversifie la manière dont nous travaillons, on est ramené. C'est que c'est tant mieux, en fait. Donc, moi, je pense qu'une plateforme qui démarre, elle peut se dire, OK, j'ai un site internet et ensuite j'ai WhatsApp. Avant de penser à être sur Twitter, etc. Parce que dans notre contexte, en tout cas, je parle pour l'Afrique francophone, vous aurez plus de chances d'atteindre les gens via WhatsApp que à travers ces différentes plateformes. Donc, elle, je pense que ces plateformes-là peuvent. Mais à côté de ça, moi, j'encourage beaucoup les vérificateurs de francophones à la collaboration. Il faut collaborer. Il ne faudrait pas qu'Afrita Tchèque au Sénégal décide à collaborer avec Faso Tchèque au Burkina Faso, que Bembere Vérif au Mali n'hésite pas à collaborer avec Centrafrique Tchèque. Je pense qu'il faut conjuguer les intelligences, surtout pour les petites organisations, comme vous avez dit, et ça leur permettra voilà, de mieux grandir, d'être accompagnés dans ce cheminement-là. Moi, voilà peut-être les conseils que je donnerais, mais je tenais aussi à préciser qu'aussi petite qu'elle soit en termes d'effectifs, on reste tous alignés sur la même échelle parce que ça reste un travail important qui est fait par tout le monde. Oui, ben, c'était exactement le sens de ma question, Valdez. On comprend bien, justement cette, notion, effectivement d'éthique, de technique, d'humain, à travers, toutes ces notions de vérification au circuit fermé et je vous remercie vraiment d'avoir évoqué ça avec nous de façon très précise. On va avoir beaucoup de conseils du coup à mettre en place, chacune et chacun, où qu'on soit. Et je rajouterais d'ailleurs juste, dans la notion de travail, collaboratif qu'il y a un très beau projet qui s'appelle la PAF, dont vous faites partie, Africa Tchèque, qui est la plateforme africaine des fact-checkers francophones et qui justement, va dans ce sens-là de collaboration et de travail, ensemble et transfrontalier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Valdez, pour, cette, excellente, formation et surtout, je mettrai à disposition sur Odile, eh bien, les outils que vous avez cités et on vous remercie beaucoup et une très, très bonne journée à vous Valdez. Merci Sophie et merci à Audrey.